Mes enfants, suivez et entendez. La démonstration suivante par analogisme. Un cheval rare est un cheval cher. Or, un cheval bon marché est rare. Donc un cheval bon marché est cher. CQFD. Mais enfin, ce que tu dis n'a aucun sens. Fais un peu marcher ta raison. Ainsi donc, ce serait la raison qui serait l'outil pour découvrir la vérité. C'est assez intéressant. Alors interrogeons-nous sur la problématique suivante. La raison peut-elle découvrir le vrai ? Ainsi, comme vous l'avez vu précédemment à travers le raisonnement de notre ami sophiste, il semblerait que nous puissions manipuler la vérité à travers un raisonnement qui paraisse logique au premier abord. Ainsi, la vérité ne serait pas atteignable par la raison de par son caractère subjectif, car en effet, par définition, une vérité serait universelle. Or, il semblerait que chacun puisse utiliser la raison à son escient. Nous retrouvons plus tard les sceptiques. Le scepticisme consiste en le fait que l'homme ne puisse pas atteindre la vérité, tout du moins si elle existe. Et puisque la vérité est sujette à interprétation et à l'utilisation subjective, il semble nécessaire que pour ne pas être dans le faux, il faille suspendre son jugement. On appelle ça l'époquer. Or, atteindre la vérité, ce n'est pas l'atteindre partiellement, mais en sa totalité. Et puisque des choses comme le désaccord ou alors comme le antilogisme sont existants, il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution possible pour notre ataraxie que de suspendre son jugement. N'oublions pas que l'ataraxie, c'est la paix de l'âme, et non l'aponie qui, elle, est la paix du corps. Par la paix, on entend l'absence de souffrance. Et par conséquent, serions-nous condamnés à ne pas pouvoir atteindre la vérité ? C'est là une vision bien obscure. En même temps, ils s'appellent les sceptiques, c'est pas pour rien. D'autres philosophes, comme ce cher René Descartes, va attribuer une place néanmoins possible à l'atteinte de la vérité. Car on peut en effet, par le travail de l'esprit, avoir un rapport média à la vérité. Et la seule condition pour que nos conclusions soient vraies, c'est qu'elles reposent sur des vérités antérieures. Si les conclusions ainsi obtenues reposent sur des prémices antérieurement prouvées, celles-ci deviennent des principes. Et s'il semble que l'on puisse découvrir des vérités contradictoires, celles-ci seraient dues à différentes erreurs possibles faites lors du raisonnement, à savoir émettre des préjugés trop rapides ou soumettre son jugement à autrui. Ainsi, il semble bien que ce soit la raison qui permet de découvrir la vérité. Or, les déductions ne sont pas la seule façon de la découvrir, selon Descartes. Et cet autre moyen de découvrir le vrai par la raison relève des intuitions. Les intuitions qui sont un rapport média au vrai. Elles sont de l'ordre de l'évidence avec deux caractéristiques. L'évidence intuitive doit être une idée claire, c'est-à-dire non obscure pour notre raison, mais aussi une idée distincte, c'est-à-dire non confuse. Ce sont les intuitions qui rapportent les principes premiers qui peuvent eux-mêmes amener à des déductions. Le plus connu d'entre tous, c'est « je pense, je suis ». Ainsi, la vérité n'est pas quelque chose d'extérieur à soi, mais elle s'éprouve en tant que sujet. Pascal va encore plus loin et accorde une place aux vérités dites du cœur. Il va de soi que le cœur ne désigne pas le sentiment amoureux, mais bien la foi. Le fait que cette fameuse phrase « le cœur a ses raisons que la raison ignore » est bien souvent très mal utilisée. On désigne par le cœur des vérités qui nous sont données, comme par exemple le fait que A égale A. Elles apparaissent ainsi de façon axiomatique et vont nous permettre de découler d'autres démonstrations à partir de ces vérités. Et surtout ne pas mettre ces vérités-là de côté. Il faut humilier sa raison comme il le disait et ne pas accorder tout l'orgueil que cette dernière pourrait avoir dans la découverte de la vérité. Ainsi, c'est bien la raison qui semble nous permettre de découvrir le vrai, que ce soit par l'intuition ou par la déduction. Platon, lui, développe l'allégorie de la caverne. Il place l'homme dans une réalité fictive, il ne serait qu'un pâle reflet de la vérité et du monde des idées. L'homme est enchaîné au fond de la caverne et doit remonter à l'extérieur, au soleil, pour contempler les idées. Et pour y parvenir, l'homme doit faire marcher sa raison à travers la maïeutique. On entend par la maïeutique le fait de faire accoucher la vérité. Et ceci par un dialogue avec des questions d'un individu A et B. Mais pas seulement, parce que n'oublions pas que pour Platon, penser, c'est dialoguer avec soi-même. On peut, de fait, penser avec soi-même pour parvenir à la vérité. Et donc sortir de cette fichue caverne. Ainsi, on obtient des idées qui sont innées, absolues et métaphysiques. On entend par métaphysique le sens que, par exemple, ce stylo n'est pas le stylo de la vérité, mais c'est un stylo, une pâle imitation. D'où le fait que nous vivions dans une caverne, qui n'est d'une pâle imitation que de l'idée de stylo. Toutefois, il semblerait que dans le monde dans lequel nous vivions, une des façons les plus courantes pour définir les choses comme vraies, soit les choses démontrées scientifiquement. Mais quelle place y a-t-il philosophiquement parlant aux expérimentations? Et c'est là où de nombreux philosophes vont se pencher, par exemple Leibniz. S'il y a en effet des principes qui sont basés sur des hypothèses, ces principes ne peuvent être que hypothético-déductifs. En prenant l'exemple des mathématiques, il est impossible de prouver que 1 est bel et bien égal à 1. Par conséquent, tout l'édifice mathématique repose sur des bases hypothético-déductives. Néanmoins, si nos hypothèses sont confortées par des démonstrations, elles deviennent vraies. À savoir que la démonstration n'est qu'un plaquage de nos idées sur le réel. Ainsi, il semble que la science ne soit qu'une correction perpétuelle des erreurs antérieures. C'est de fait la vision de Bachelard sur le progrès.
qui ne serait que la correction permanente des erreurs du passé. Ainsi, toutes les vérités que l'on a en notre position ne sont que provisoires, puisqu'en permanence corrigées. Et ainsi, on pourrait tomber dans une espèce de scepticisme scientifique, car il semblerait que la vérité soit en permanence inatteignable et devrait être sans cesse corrigée. Devrions-nous de fait, à chaque fois que l'on avance sur un sujet, vérifier ses bases précédemment nous-mêmes? Eh bien non, et c'est ce sur quoi William James parlera de démonstration pragmatique. Le critère de la vérité, c'est le vérificationnisme, et il réside sous deux formes. Donc tout d'abord la vérification directe, qui permet de confronter la théorie au réel à travers l'expérience. Ensuite, la vérification indirecte, qui se repose sur des vérifications antérieures. Ces dernières étant admissibles, puisqu'elles fonctionnent encore. Comme le dit le courant utilitariste, est vrai ce qui marche. On a donc tout intérêt à faire confiance en les découvertes d'autrui. De fait, il semblait que la vérité soit quelque chose de subjectif, voué à l'interprétation, nous condamnant ainsi à l'impossibilité de l'atteindre. Toutefois, il semble que l'on puisse atteindre la vérité absolue par soi-même, par l'usage de la raison à travers la démonstration et l'intuition. Outre ces moyens, il y a d'autres façons d'atteindre la vérité, par la contemplation des idées directes au travers de la maïeutique, par la confrontation de ces idées au réel, ou encore au fait de faire confiance aux démonstrations faites antérieurement. Sans oublier que les sciences ne sont pas une vérité éternelle, mais bel et bien une rectification permanente. En espérant que vous puissiez trouver le chemin de la vérité d'ici la prochaine fois, je vous dis Namaste.